l'oublie pas. Un grand pouvoir implique de grandes responsabilités. Mise à bord. I'm Batman. Up in the sky, it's a bird. It's a plane. It's Superman. Bonjour à toutes et tous et bienvenue dans la bande des comics émission numéro 40. Et déjà vous êtes bien sur Radioactive 100 FM si vous nous écoutez sur l'aire toulonnaise, dans la voiture ou dans la cuisine, peu importe. Et on a aussi, donc vous pouvez nous écouter sur internet sur le site radio-active.net et il y a les podcasts si vous voulez nous écouter après le soir tranquillement. Aujourd'hui, donc on a l'entraîneur adjoint qui mène cette 40e émission, mais je vais vous présenter la bande qui est avec moi aujourd'hui. Alors la dernière fois on avait fait les 4 fantastiques, aujourd'hui ça va être les nuls. Ok. Je préfère les Dalton. Les Dalton, alors j'ai pas tous les noms donc c'est peut-être dommage, mais tu veux qu'on fasse? Non, allez, on va faire les nuls. Elle est notre Chantal Lobby. Oui. Celle qui appelle Simon de très très loin et qui est, bon, je ne sais pas si elle est amoureuse de Cara, mais quoi qu'il en soit, c'est notre Annie. Comment ça va? Ça va très bien, merci. Ah, très heureux de te retrouver. Oui. Il est Simon, celui qui vomit quand il est content, celui qui court, qui est poursuivi par un homme avec une faucille et un marteau. Gilles, comment ça va? Ça va bien et toi? Ah ben ça va très très bien. Il a du flegme, il a des lunettes comme lui, il a un petit badge marqué Sécu dessus. C'est notre ami Jérémy, comment ça va? Ça va très bien, salut. Ah, super. Et puis moi, Bruno Carrette, du coup, qui ne suis pas très très vivant, je suis un peu le misou, n'est-ce pas? Cette intro est fabuleuse. RD, si on pense très très fort à toi, et ne te crache pas jusqu'au sang, RD, ne te crache pas jusqu'au sang, tout va bien se passer. Pour cette émission numéro 40, donc, on est le samedi 1er juin, on aura bien évidemment, on va faire un petit tour sur notre actualité des parutions et des sorties. Nous allons faire un premier dossier spécial chronique Fête des Pères. Et oui, parce que c'est le 16 juin, la fête des papas. Tout à fait. Ah oui, j'ai oublié, mais parce qu'il était, il parle pas, du coup je l'ai oublié. Je finis le planning et après je m'occupe de toi, Virgile. Et ensuite, nous allons faire un dossier où je vais roupiller comme si rien de le dire. Ça sera Miyazaki et le studio Ghibli, les poètes de l'animation. Et on terminera par le quiz de Gilles qui nous a fait un quiz spécial Star Wars 1977 parce qu'il n'a pas prévu, parce qu'il s'en fout complètement. Et on est toujours accompagné de Virgile, des yeux dans les jeux, les bleus, les yeux, on sait bleu. Les jeux dans les ondes. Ah, les jeux dans les ondes. Merci d'être encore là avec nous. Je vous accompagne dans votre folle aventure. C'est très très bien, c'est très gentil à c'est toi. un peu Gérard Darmon finalement. Oh oui, On va danser la karaoke. Écoutez, laissez la police faire son travail. Magnifique, Jay, tu es formidable, tu me secondes à merveille. Eh bien écoutez, si on est bon, la bande des comics numéro 40, c'est parti. Breaking news. Allez, on commence par les actualités. Qui veut se lancer? Allez, j'y vais. Allez, Gilles, vas-y. Le 31 mai est sorti le 2e tome d'une BD que je vous avais parlé, Tête de chien. Ça vous parle? Oui, de Ronan Toulahaut. Ouais, c'est ça, exactement. Et Vincent Brougère. D'accord. Voilà, c'est le 2e tome qui va apparaître, qu'il faut absolument pas louper parce que c'est une BD absolument géniale. Et ça parle de quoi du coup Est-ce que tu peux nous parler du premier tome? Ouais, c'était l'histoire on va suivre un chevalier qui part faire des tournois un peu partout en France et dans l'Europe pour essayer d'obtenir de la réputation plus exactement, et qui va tomber un jour sur le chevalier le plus fort du moment et qui va essayer de battre. Sauf que notre héros n'est pas vraiment un héros, mais plutôt une héroïne. Ce qui, pour l'époque, c'est bien ce qui semblait sur la couverture du premier. Exactement. Je savais pas si c'était un homme, une femme, j'arrivais pas trop à savoir. Donc, toi, tu m'as pas écouté quand je l'ai chroniqué. Mais non, personne t'écoute, Gilou. Ouais, c'est bien. Mais là, je vais regarder, donc c'est ce qu'il t'aurait dit. Il t'aurait taillé là-dessus. Il se met dans le costume à merveille. Ah, ben oui. Donc, quand est-ce que ça sort? 31 mai, pareil. 31 mai, oui, ça y est, 31 mai. Ça y est, mais ça me revient. Ça fait tout. Annie. Oui, alors fais gaffe, il t'écoute pas.
édition limitée de Dan Dadan. Oui, Ça. Ah, là, il t'écoute, là. Bah, moi, Limité, j'écoute, plus cher, moi. argent. Le 19 juin. Donc ça va comporter le tome 12 de la série, plus un petit livret de 24 pages illustrées qui va parler justement de la série. Donc c'est un truc limité. Et il y a aussi un nouveau tome de Moriarty qui sort. Je ne sais pas si vous connaissez forcément. Vaguement, ouais. Mais c'est un peu l'histoire de... on a l'univers Sherlock Holmes et Moriarty, donc on a bien le versus entre les deux. Là, du coup, ça va raconter l'histoire de Moriarty vers leur rencontre avec Sherlock, leurs aventures, mais du point de vue de Moriarty. Donc là, c'est une série qui se base du point de vue de Moriarty. Oui, tout à fait. Du méchant, d'accord. Voilà. Ok. Jay. Du coup, tu nous as fait le lien avec le dossier de tout à l'heure de Ghibli et de Miyazaki, qui a bossé notamment sur Sherlock Holmes, une série animée des années 80, tout début des années 80. D'accord. Ah, c'est bien, la boucle est bouclée, bien joué. Moi, je voulais vous parler de DC. Pour changer. Oh, tiens. DC Comics qui a plus ou moins annoncé à demi-mot, ça a fuité via Bleeding Cool aux US notamment, comme quoi on avait une nouvelle ère qui allait débarquer chez DC, donc dans la continuité classique on va dire, qui va prendre la suite de l'ère actuelle qui s'appelle donc Dawn of DC et qui devrait s'appeler All In, comme tout dedans. Qui rassemble les différents univers et multivers de DC. Mais en parallèle de ça, surtout ce qui est intéressant, c'est que Scott Snyder, qui était à l'époque, copain, qui était à l'époque derrière la cour des hiboux notamment, Batman Metal, etc. Il a été annoncé qu'il devrait reprendre une ligne, une gamme complètement à part de la continuité, qui s'appelle Absolute DC, qui prendrait la suite finalement de l'événement qui va se dérouler cet été aux États-Unis, qui s'appelle Absolute Power, avec Amanda Waller en grande antagoniste des héros de l'univers DC. Et donc un univers un petit peu comme l'univers Ultimate chez Marvel, dans lequel il aurait les mains libres et surtout où il pourrait donner carte blanche à différents auteurs. Il a un carnet d'adresses absolument énorme. Et donc faire venir des auteurs pour travailler donc en marge de la continuité classique, mais avec des histoires qui pourraient à terme se rattacher, exactement comme ça s'est passé avec l'univers Ultimate chez Marvel. D'accord. Donc voilà, on attend de voir un petit peu ce que ça donne et surtout que ce soit annoncé officiellement parce que pour l'instant c'est des bruits de couloir. Voilà. D'accord. De mon côté, j'ai une séance de dédicace à mentionner. Ça se passera à Charlemagne-Toulon le 12 juin et on fait venir Jacques Lamontagne, qui est un dessinateur québécois. Donc il vient spécialement nous rendre visite. Il a une petite tournée de dédicaces sur la côte sud-est, on va dire. Et il viendra dédicacer la série Wild West chez Dupuis, une série du Far West. C'est un très très gros enjeu pour nous. C'est la première fois qu'il vient nous voir, alors pas en France parce qu'apparemment il vient déjà à Angoulême, mais pour sa tournée dans le sud-est. Très très content de le recevoir et j'espère que les lecteurs seront au rendez-vous. Qui a une autre news ? Oui, si. Oui, allez. Alors, une annonce là aussi, on parlait la dernière fois des plus grosses ventes comics sur l'année 2023, donc Nice House on the Lake. La suite de Nice House on the Lake a été annoncée par James Tynion IV avec un livre qui va s'appeler The Nice House by the Sea. Donc voilà, on va changer un petit peu de décor, on va quitter visiblement le Wisconsin pour un autre endroit. Alors est-ce qu'il y aura des liens qui vont être faits ? L'histoire semble être à peu près la même, avec des invités dans une villa et une histoire un petit peu horrifique, dans le cadre de la fin du monde. Et donc le numéro 1 est prévu pour le 24 juillet aux États-Unis. Urban devrait le sortir en 2025, dans nos contrées. Une autre news, quelqu'un ? Personne ? Alors j'en profite, vous savez que j'aime les opérations poche, c'est parce que ce sont des opérations petit prix, mais oui, attention si tu m'écoutes pas, il faut des grandes poches. Annie, écoute il y quand a même. personne qui s'écoute. Personne qui s'écoute. Et du coup, il y a deux éditeurs, donc Glénat, qui va sortir 2 titres qui m'intéressent beaucoup. Un dont tu as parlé, Gilles. Il écarquille les yeux, c'est Lettres perdues de Jim Bishop. C'est la première fois qu'ils font cette opération. Glénat, oui. En fait, je pense qu'ils ont un peu vu que ça marchait, que ce soit avec Nomad ou avec Dargo qui fait ça, Casterman. Donc, je sais que je vais le prendre. Et Ces jours qui disparaissent de Timothée Le Boucher. Gilles me fait oui dès la tête à s'en défaire les cervicales. Donc, oui, ce sont 2 opérations. Et chez Sarbacane, vous savez que je suis encore partenaire de Sarbacane cette année, mais il y a Pierre-Henri Gaumont, un Pereira Prétend,
que je ne connais absolument pas. Si. Mais Gilou, je te rends grâce devant l'Éternel parce que c'est toi qui m'avais dit de prendre Slava quand il était passé à Contrebande et je t'en remercie parce que c'est une très très belle bande dessinée. C'est génial. Il faut que je lise le tome 2, mais du coup là, moi ce Pereira prétend que je ne connais pas, ça va être l'occasion de me jeter dessus, sur la BD, pas sur l'auteur, mais à petit prix. Du coup, voilà, 10 € pour Glénat, 12 € pour Sarbacane, mais ça reste, je trouve, de très très belles opérations qui permettent de découvrir des auteurs. Et du coup, je trouve que c'est voilà, le petit prix, surtout avec l'augmentation des prix actuels, c'est un segment, on va dire, qui doit se développer. Tout à fait. Est-ce qu'on a encore du temps? Non, on est bon là. Eh ben alors on y va. Tiens, je reviens sur mon planning. Sur la première du coup pause musicale, c'est Lisa, Code Lisa, Gurenge, Gurenge, peut-être, ou un truc comme ça, je suppose, oui, en japonais. Gurenge. Ah oui, le G, oui. Merci pour tes minérales. C'est issu de Demon Slayer. Tout à fait, c'est l'opening. Oui. Alors, c'est parti. On bascule sur notre premier dossier qui est les chroniques spéciales Fête des Papas, qui est le 16 juin. Du coup, qui veut commencer dans les chroniques? Ah, bien, lance-toi. Oui, merci. Alors, on m'avait dit Fête des Pères. Oui. J'ai cherché. Et t'as pas trouvé? J'ai cherché. J'ai trouvé beaucoup d'options. Ah. Je me suis dit, je vais m'arrêter sur Spy Family. Eh ben, pourquoi pas? Spy Family. On t'écoute. Donc, est un manga à la base, à l'origine, qui suit l'histoire d'un espion au codename, comment tu dis? Nom de code. Nom de code, merci. Twilight, qui est censé garder la paix entre l'Est et l'Ouest. Pour ce faire, il se rend dans son pays ennemi et il est censé fonder une famille. Donc, il va adopter une petite fille qui, on apprend un peu plus tard, est une télépathe, donc elle peut lire dans les pensées des autres. Et sans le savoir, il se marie avec une jolie femme qui, elle, est tueuse à gages. D'accord. Et lui ne le sait pas. Et lui ne le sait pas. Voilà. Tous les trois, en fait, il n'y a que la petite. C'est ce que je me suis fait comme remarque aussi. La petite, elle est bien consciente du fait que son papa est espion, que sa maman est une tueuse à gages. En revanche, entre eux, ils l'ignorent complètement puisque lui, il travaille 2 jours en tant que psychiatre. Et puis elle s'occupe de la petite pendant ces heures de tranquillité, on va dire. Voilà. Alors, pourquoi j'ai pris en référence celui-ci? Parce que je trouve que malgré le fait qu'il y ait cette urgence, en fait, de rétablir la paix, de garder, en fait, quelque chose de cohérent, en fait, dans le monde, tu as aussi ce côté paternel qui est très bien décrit, parce que tu le vois, en fait, d'un côté, s'épuiser pour mener à bien ses missions, ses quêtes, et en même temps avoir un équilibre avec sa vie personnelle et prendre soin donc de la petite. Donc il essaye. Donc tout au début, il est très distant forcément parce qu'il s'y connaît pas, et puis au fur et à mesure, il devient de plus en plus humain, j'ai envie de dire. Oui, d'accord. Je cherchais. Humain avec la petite, avec leurs interactions, ils en profitent réellement comme s'ils constituaient vraiment une vraie famille. Voilà, donc je trouve que c'est une bonne lecture que je recommanderais déjà par rapport à son histoire, qui est très intéressante. Et ce qui est drôle, c'est que depuis la sortie du manga, ils ont sorti un roman, ils ont sorti jeux vidéo, ils ont sorti animation, film d'animation, ils ont sorti tout plein de choses. Donc ça fonctionne plutôt bien. Le concept, il est vraiment, vraiment intéressant. En termes de tranche d'âge, c'est quoi? Parce que le manga, on sait qu'il y a toujours un peu... faut faire un peu attention à ce qu'on va y trouver. Surtout sur les shonen comme ça peut avoir un peu... Oui, donc pour moi, ce serait à partir d'adolescence quand même. Enfin, 13-14 ans, un truc comme ça? Ouais. Peut-être pas avant, pour le coup, ouais. D'accord. Après, je vois aussi que ça marche bien, parce que je crois qu'il faut une journée Spy Family en librairie. C'était en octobre dernier. Voilà, donc ça aussi, on voit aussi que... Après, je sais pas comment elle a fonctionné exactement. Après, je pense qu'il essaie un peu de se greffer sur la journée One Piece. Quand il y a une série qui marche, il essaie un peu de pousser le plus loin possible. Mais on voit que du coup, il y a un engouement. Alors, c'est vrai que ce sont des journées... Spy Family qui sont ouvertes, en fait, c'est un peu des jeux, mais du coup, voilà, on voit que ça marche bien. Qui veut prendre la suite, Gilles? Allez.
Moi, je vais taper dans les clichés, mais de chez Cliché. De ouf, quoi. Vas-y. Ouais, Vas-y. il y a un petit moment, mais plusieurs années, Guy Delisle est sorti le guide du mauvais père aux éditions Shampoing, si je me souviens bien. C'est ça. Ça va, je suis pas encore mauvais. Et du coup, ça va être une petite BD humoristique pour devenir un bon mauvais père. Très très chouette, ça va être des strips un peu à la Calvin et Hobbes. D'accord, ouais. Très, Donc des gags en une planche avec plusieurs Ouais. vignettes. exactement, 6 vignettes à chaque fois. Il n'y a pas de gouttière, donc en fait le dessin est assez libre, je trouve. Dessin libre, assez fluide, pas de cases, effectivement. Enfin non, c'est que du noir et blanc. Très... Et c'est assez mordant comme humour. Ouais. J'ai une question. C'est- En tant que père, du coup, est-ce que tu le recommandes? Ah ouais, moi je prends des notes pour plus tard pour lui faire toutes les conneries possibles. Pour faire toutes les crasses. Ouais, non, franchement, et c'est pas une BD qu'on va lire d'une seule traite, au contraire, on va taper dedans. Oui, quand vu on a- qu'il n'y a pas de réelle histoire, en fait, C'est ça ça. te permet de lire un strip par-ci, par-là, Ouais. et de pouvoir s'arrêter facilement et de reprendre aussi facilement. Complètement. Non, Est-ce que non. c'est encore disponible, oui? Oui. Ouais, d'accord. Parce que c'est Ouais. vrai que l'édition a l'air un peu ancienne. Oui, c'est une édition, la de tête, je dirais 2003-2004. Ah oui. Préhistoire. Mais non, ma compagne me l'a acheté pour la fête des mères l'année dernière, la fête des pères l'année dernière plutôt. Et c'est que non, c'est encore disponible. D'accord. Tu Jay? cherches le dépôt légal Oui. Non, à la fin, je crois. Parce que là, j'ai 2021. Ça, c'est la réédition. Ah oui, du coup, par rapport à différentes versions. Ouais. Et c'est pas bon, Ok. ma foi. Ok. Jay, est-ce que tu as quelque chose? Oui, Alors, on t'écoute. moi je vais vous parler science-fiction avec Arca. Ah ouais. Arca qui est sorti en janvier 2023, donc c'est pas tout récent, mais c'est donc une histoire de SF, comme je vous l'ai dit, qui est sortie chez les Humanoïdes Associés, donc l'équipe qui est derrière Métal Hurlant notamment. Ça, c'est un one-shot, c'est une histoire qui se tient toute seule, même si on va le voir, elle pourrait tout à fait continuer parce que la fin est très ouverte. Très ouvert, quoi. C'est écrit par Romain Benassaya, qui est un auteur niçois de romans de science-fiction. Ah, ok. Et qui s'est lui-même adapté, en fait, qui a fait sa propre adaptation en BD. C'est pas fréquent. Et pour le coup, il est accompagné de Johan Urgel, ou Urgel, au dessin. Pour le coup, le contexte, alors, moi au départ, c'était. Je pensais, quand Rémi m'a proposé de me le prêter, je pensais qu'il me parlait de l'histoire Arca, parce qu'on a un livre qui vient de sortir récemment, la NBD, chez 404, Oui. édition Oui. 404 graphique désormais d'ailleurs, hein, pour la partie comics. Et je pensais que c'était cette histoire-là qui sortait, donc écrite par Van Jensen. Pas du tout, rien à voir. Mais par contre, le pitch est assez semblable. Alors c'est assez rigolo qu'à environ un an d'écart, on ait deux livres qui s'appellent pareil et qui aient des noms assez proches. C'est une histoire de passagers en fait d'une arche stellaire, donc qui partent au fin fond de l'espace pour y installer une colonie de terriens, vu que la Terre est condamnée. Mais quand ils se réveillent de leur coma artificiel, ils se retrouvent dans un endroit qu'ils n'attendaient pas du tout. Ils se retrouvent dans le fin fond de l'espace, il n'y a pas du tout d'étoiles, ils comprennent pas du tout. Et ils vont se rendre compte qu'ils sont menacés à la fois par des choses qui se situent à l'intérieur de l'arche en question et à la fois à l'extérieur. Donc c'est de la pure SF, c'est tout ce que j'aime en science-fiction. Clairement, on va y retrouver du Interstellar, du Passengers. Je ne sais pas si vous vous rappelez le film avec Chris Pratt et Jennifer Oui, Lawrence. ils se réveillent tous les deux là. Enfin, Dans lui une arche la aussi. réveille en fait. Ouais. Avec un jardin du coup à l'intérieur, voilà, pour pouvoir subvenir à leurs besoins, notamment en nourriture. Ça me fait penser aussi côté plus art séquentiel à Black Science et à Letter 44 pour le coup. Moi, j'y D'accord. retrouve des choses dans le scénar en tout cas. Après, par contre, le dessin, je suis pas fan du tout du coup de crayon. Ça dessert pas l'histoire non plus. Franchement, je suis bien resté dans l'histoire, mais c'est pas le style de dessin vers lequel j'irais habituellement. Ouais, d'accord. C'est assez réaliste, c'est un trait assez crayonné, léger. Mais bon, ça fait le café. Voilà. Il n'y a pas trop de soucis. Ça fait le café. Voilà, alors la seule petite déception, effectivement, c'est qu'il n'y a pas de véritable fin, finalement. On clôt une c'est ce petite que partie j'avais de en l'histoire. Et voilà, on se dit, ça serait bien qu'ils sortent une suite, parce que franchement, on a envie d'en savoir plus, et ce qui arrive à ces différents passagers. Et donc, on a une figure paternelle importante, le héros de l'histoire, là, Eric Reeves, qui est, pour le coup, un papa qui apprend qu'il est père au cours de l'histoire. Et on va voir un petit peu ce qui se passe avec sa descendance. Et ça y va basculer. Exactement. Il va plus dormir. C'est ça, plus jamais, comme Gilles, pareil. C'est ça. Nickel. C'est Si, Gilles bah, quand ça y est, Gilles, quand il commence. il dort en fait. Et vous l'avez lu Ouais, ou- moi je l'ai lu survolé. et effectivement la fin, mais il y avait un truc sur la fin que
Qui manquait m'avait quelque un chose, peu- quoi. Ouais. D'accord. Et je crois que pour le moment, il n'y a pas de tome 2 qui est prévu. Non, pas du Enfin, tout. Mais il y a même en pas roman, d'annonce, le Ouais, roman, c'est- il l'a pas annoncé. Ouais. Non. D'accord. Ouais, c'est-à-dire le roman, il s'arrête à peu près au même endroit. Visiblement, oui. Oui. Il a compressé visiblement des choses qu'il y avait dans le roman, nécessairement pour le faire oui. entrer dans sa BD. Obligatoirement. Voilà, parce que ça fait 104 pages pour 22 €. Et pour le coup, voilà, en 100 pages, forcément, on ne fait pas rentrer tout un roman, quoi. Non, C'est pas possible. clairement pas. Voilà. De mon côté, je vais vous parler. Gilles, oui, je prends celui-là. Allez. Ouais, c'est mieux. Ivo a mis les voiles de Nicolai Pinheiro, qui est un auteur, il me semble, brésilien de mémoire. Oui. C'est édité. Merci Gilles. C'est édité chez Sarbacane, c'était sorti l'année dernière. Et ça parle d'un jeune homme, en fait, qui connaît un vieux, on va dire, on schématise, qui s'appelle Ivo, et ce Ivo disparaît. En fait, c'était une connaissance qu'il avait, une espèce de repère dans le village là où il habitait, et ce Ivo, eh bien donc, a mis les voiles, a disparu. Et ce jeune homme qui a une petite trentaine d'années n'a pas de figure paternelle puisque son père l'a abandonné très très jeune, il a été élevé par sa mère. Et en fait, ce jeune homme va se mettre sur la trace de Ivo pour le retrouver. Et il va traverser le Brésil, alors parfois en stop, parfois dans une voiture, parfois un peu comme il peut, avec les quelques sous qu'il a en poche. Et en fait, ça va être la quête du père, parce que ce Ivo, en fait, pour lui, c'est sa figure paternelle. Et en fait, en essayant de retrouver Ivo, il va revenir sur ses propres traces, puisqu'en fait, il va remonter le fil de la vie d'Ivo, et il va lui-même remonter le fil de sa vie en apprenant pourquoi ses parents ont pris telle décision, qu'est-ce qui les a amenés à prendre une décision. Il pensait que son père l'avait abandonné, ce qui n'est peut-être pas totalement vrai. Du coup, sa mère n'a peut-être pas tout dit ou pas de la bonne manière. Je me suis vraiment régalé avec cette lecture. D'une part, les planches sont dans des tons ocre. Et en fait, c'est assez inhabituel. Alors, chaleureux. Ouais, très chaleureux. Je ne sais pas si c'est pour un peu rappeler le soleil et la chaleur brésilienne, mais c'est une espèce de tranche de vie qui se suit très bien parce qu'en fait, du coup, on est un peu comme le héros. On a envie de savoir ce qu'est devenu Ivo. On a envie d'apprendre lui-même sur le héros, d'où il vient et où est-ce qu'il va. C'est une tranche de vie, une quête de la figure paternelle. J'en garde un excellent souvenir de lecture qui est malheureusement des fois un petit peu passé sous les radars, mais je sais que quand j'ai donné un coup de main à la BD à Noël, j'ai pas hésité à chaque fois à le placer quand c'était pertinent. Je me rappelle d'un client qui cherchait une bande dessinée sur l'Amérique du Sud. Alors des fois, je pense que Gilles, tu connais ça, et tu dis moi je veux une bande dessinée sur le vélo. Débrouille-toi avec ça. Et donc voilà, donc j'avais saisi la balle au bon. J'ai dit voilà, c'est vrai que ça, quand on est un gros lecteur, ça permet de rebondir sur des trucs qu'on a lus, de dire mais on peut faire des parallèles. Et voilà, donc ce Ivo a mis les voiles, j'en garde un excellent souvenir. Nicolai Pinheiro est sorti l'année dernière chez Sarbacane. Jay, où est-ce qu'on en est au niveau du temps? Écoute, on a un petit peu d'avance s'il y avait autre chose. Alors, tu sais quoi, on va faire comme le mois dernier. Virgile, est-ce qu'il y a une œuvre qui t'a plus intéressé que les autres? Moi, j'avoue que Arca, là, j'ai commencé à le lire et il me plaisait beaucoup. Alors, tu l'as en BD ou en roman? En BD. En BD, d'accord. C'est ton thème Ouais, de science-fiction et tout. Branché SF aussi. J'adore. D'accord. Je suis curieux de savoir comment l'histoire se déroule jusqu'au bout. D'accord. Alors moi je l'avais lu, j'en garde pas un souvenir impérissable. Non, mais je vais être déçu. Après chacun. Le problème c'était la fin. Ah oui, clairement, c'est le point un je peu négatif. Pas à la fin, je m'arrêterai à 3 pages avant. C'est dommage. Non, mais après, ça clôt quelque chose. Mais c'est vrai qu'on se dit, là, on a envie de savoir après, quoi. Du coup, c'est bien gentil, mais quand une saga se termine complètement et qu'on voit un petit peu ce qu'il en est, c'est quand même mieux. J'inventerai la suite dans ma tête. C'est ça, voilà. T'écris la fin. C'est ce qu'a voulu l'auteur, je pense. On va se faire la deuxième pause musicale de cette bande des comics numéro 40 avec Sarface, Fit Mayhem Lorraine, Deadly Class. Donc je pense que c'est faire un clin d'œil à Deadly Class. Alors, je pense pas que ce soit forcément lié aux comics ou à la série. Non, mais le titre fait référence à... Mais voilà, nous on l'a choisi clairement pour ça. Tu l'as choisi. Oui, c'est le on participatif, tu sais. Non, mais, On nous a rien demandé. C'est moi qui l'ai choisi. Mais ça va te plaire, Rémi, je pense. Allez, on y va.
Donc, on va attaquer. Vous êtes bien, je rappelle, tiens, je fais un rappel. Vous êtes bien sur la bande des comics radioactive, notre émission numéro 40. Vous nous écoutez sur l'aire toulonnaise 100 FM, sinon radio-active.net. On va attaquer notre deuxième dossier, Miyazaki et les studios Ghibli, poète de l'animation. C'est beau, ça c'est encore Jay qui a trouvé le titre, non? C'est ça? Ouais, c'est ça, tu vois. Je vois. Alors du coup, je vous cache pas que moi, Miyazaki, c'est pas spécialement ma tasse de thé. Du coup, je me chargerai de faire un peu le modérateur. En plus, qui veut commencer à prendre la parole? Jay. Allez, vas-y. Allez, je vais juste faire une petite introduction parce que moi non plus, je suis pas forcément le plus grand amateur de son œuvre, Miyazaki, et notamment du studio Ghibli. Par contre, il y a une personne qui devait participer au départ à l'émission et qui n'a pas pu être là, et je le remercie grandement parce que c'est Julien de la médiathèque d'hier. Et pour le coup, il m'a donné tout un dossier qu'il avait préparé à l'époque lors d'une exposition sur le manga, et où ils avaient fait toute une présentation sur Ghibli. Et donc voilà, il y a tout un tas de données qui sont très intéressantes, donc je le remercie chaudement parce que voilà, il y a pas mal d'informations assez intéressantes. Alors juste pour revenir sur la genèse un petit peu du studio Miyazaki, du studio Ghibli, qui est donc un studio d'animation japonais, qui est créé par un duo. Parce que j'ai mis en avant Miyazaki, c'est le plus connu, mais en réalité Hayao Miyazaki, donc le travailleur, animateur, réalisateur, mangaka, était secondé, en tout cas il a cofondé avec Isao Takahata, qui était vraiment le rêveur lui pour le coup, et réalisateur lui aussi. Et donc ils étaient tous les deux, on avait une personne en fait qui mettait un petit peu du lien entre les deux personnalités qui étaient quand même très différentes, qui s'appelle Toshio Suzuki. Et donc ils ont travaillé ensemble au début pour la Toei notamment, donc pour l'animation japonaise, bien sûr. Et différents studios, avant de monter le studio Ghibli, donc au milieu des années 80. Énormément de films, 24 films ont été sortis donc sous cette bannière-là, et tout un tas d'autres productions. Il y a également des mangas qui sont sortis en parallèle de certaines œuvres, donc de la Nausicaa de la vallée du vent jusqu'à Le Garçon et le Héron en 2023. D'accord. Donc voilà, je vais te laisser prendre la parole. Non, comme je l'ai dit, moi après je vais être très très bref sur Miyazaki, puisque j'ai lu Le Voyage de Shuna, qui était sorti chez Sarbacane en fin d'année dernière, et j'étais allé voir au cinéma Le Garçon et le Héron. J'avais vu, je disais à Virgile, je sais plus si c'est le Château dans les étoiles ou Château ambulant. Du coup, voilà, je me contenterai de dispatcher la parole. Annie, du coup, qu'est-ce que Miyazaki, qu'est-ce que ça évoque pour toi? Ouf. Plein de bonnes choses. Commence par la problème la plus grande. Alors, tout d'abord, moi j'ai beaucoup regardé les films, les productions de Studio Ghibli. J'aime énormément. Je pense premièrement, c'était pour le côté un peu famille. Pour le coup, c'était un public famille en fait qui pouvait en profiter. Pour le coup, il y a énormément de trames différentes, je trouve, dans les œuvres. On a aussi beaucoup de choses qui se ressemblent entre elles. Donc, on peut retrouver le pinceau de Miyazaki, pour le coup, ouais. Et je me suis aussi fait un énorme plaisir pour aller voir un concert de Joe Hisaishi, qui, lui, est le compositeur de la plupart des productions de Studio Ghibli. Des musiques de films, d'accord. C'était juste incroyable. Tu l'as vu où? À Paris. D'accord. Je ne sais plus c'était à sur quelle scène, mais c'était à Paris que je l'avais fait. Une belle mise en scène? Alors, c'était un orchestre. Symphonique, donc. Donc, c'était un orchestre et on avait, je crois, une trentaine de sons différents, mais c'est quand tu es devant l'orchestre, même toi, tu le disais, tu as les frissons qui montent, tu le ressens complètement différemment que quand tu l'entends ou tu le vois en fait au cinéma, tout simplement. Donc, donc je pense que malgré moi, en fait, je me suis retrouvée embrigadée dans l'univers Miyazaki. Je cherchais le mot, oui. Oui, tout à fait. Et pour moi, en tout cas, je sais que si on s'arrête sur des œuvres spécifiques, il y a de quoi parler. Gilles, du coup, est-ce que pour toi, Miyazaki, du coup, qu'est-ce que ça... Moi, c'est pareil. Miyazaki, c'est... Et le studio Ghibli, c'est une œuvre qui a vraiment marqué mon adolescence et même encore aujourd'hui. De toute façon, moi, il y a deux trucs où il ne faut pas toucher, c'est Tolkien et Miyazaki Ghibli. D'accord. Sinon, tu deviens méchant. Ouais, c'est ça, je mords, j'attaque la jugulaire, enfin, il y a tout. Mais c'est...
je trouve qu'il fait des œuvres tellement poétiques que ça peut parler à tout le monde. Après, moi, je vois avec ma compagne qui aime pas du tout ça et qui n'y arrive pas. À chaque fois que je la fous devant un Miyazaki, au bout de 15 minutes, je la retrouve à côté en train de ronfler. Ouais, bah, C'est. Tu parles de Rémi en fait? Ouais. Non, En fait, on est mais ensemble. je pense que c'est. Qu'il y a vraiment deux types de personnes. C'est soit on aime et, Et on adore. on adore, on est vraiment dedans. Soit on n'y est pas du tout et on est hermétique. c'est peut-être péjoratif, mais on préfère les Disney. Oui. Il y a vraiment deux œuvres. Pour ma compagne, ce qu'elle me dit le plus souvent, c'est qu'elle a peut-être vu Princesse Mononoke et d'autres trop jeunes. Quand elle me disait qu'elle regardait Mononoke à 7-8 ans, si je me souviens bien. Ça fait un peu jeune. Voilà, ça fait Les peut-être guerriers Mononoke, il est un peu violent. Ouais. Oui. C'est que je pense que vraiment Ghibli, il faut le voir à l'adolescence. Oui, je suis Virgile, d'accord. est-ce que toi tu veux en parler un je suis peu? un peu d'accord, c'est des films qui sont un peu entre deux. Moi, je me souviens que j'avais vu les premiers, que j'étais début d'adolescence, et ça faisait un peu limite enfantin, mais on sent qu'en fait les thèmes derrière, ils vont chercher sont plus adultes. sont plus adultes. Et donc du coup, ça fait très bien la transition entre l'enfance et l'adolescence. Et ça peut paraître enfantin, des musiques douces, des thèmes qui prennent leur temps, mais en fait derrière, des thèmes très durs. Des thèmes qui sont un peu plus compliqués que les enfants ne pourraient pas comprendre et qu'en fait ça s'adresse plus à un début d'adolescence, j'ai envie de dire. Alors du coup, là-dessus, je voulais rebondir parce que moi j'ai pas le souvenir quand j'ai regardé le premier et c'était le château ambulant pour le coup. Moi je me rappelle l'avoir regardé et ensuite avoir débriefé, discuté avec ma mère sur le côté que je ne comprenais pas. C'est-à-dire que moi j'avais vu avec mes yeux d'enfant. Et elle a compris autre chose. Et donc, ça nous a ouvert la discussion sur quelque chose de bien plus costaud que juste ce que j'ai pu interpréter. Juste ça, le premier degré. Et j'ai l'impression, je fais parallèle avec Le Garçon et le Héron que j'étais allé voir au cinéma, et j'ai l'impression qu'il y a vraiment ce thème, je ne sais pas si c'est récurrent dans les œuvres de Miyazaki, du passage de l'enfance à, alors peut-être pas l'adulte, mais l'adolescence, à une forme d'un peu plus de maturité. C'est quelque chose qui revient, ça, dans les thèmes de Miyazaki, enfin les œuvres. Pour moi, dans toutes ces œuvres, tu as la mélancolie qui revient. Merde. Je joue avec ça. T'as le côté mélancolie qui revient tout le temps, une mise en place très longue de l'histoire où il prend vraiment son temps pour mettre tous les codes et je sais plus ce que je voulais dire. Voilà, ça t'aide? D'accord, merci. Repose ta question. Est-ce que le thème de la transition de l'enfance innocente ou à une forme d'adolescence ou d'adulte un peu plus consciente, est-ce que c'est un des thèmes qui se retrouvent? Si vous avez vu plusieurs Miyazaki, est-ce que vous pouvez peut-être comparer? Oui, alors moi je dirais en parallèle de ça, c'est il y a des thèmes qu'on voit dès le début. Par exemple dans le manga, moi j'ai lu un seul manga de Miyazaki pour le coup, qui était Nausicaa de la vallée du vent. Donc l'un des premiers qui a été adapté du coup en film, en film animé. Et pour le coup, il y a déjà toutes les thématiques qu'on va retrouver après, à savoir une héroïne forte, la thématique de l'environnement, les avions, le vol, d'une manière générale, comme le père de Miyazaki avait une usine d'avions et fabriquait des ces fameux avions de chasse japonais. D'ailleurs, qui va reprendre dans l'histoire Le Vent se lève, qui était censé être normalement son dernier film. Enfin, à chaque fois, c'est censé être le dernier. Et puis, on dirait Tarantino, quoi. À chaque fois, c'est le dernier. C'est exactement ça. Mais donc, on retrouve pas mal de choses comme ça. En fait, il réutilise, il les réinjecte de façon différente dans ses différents films. En tout cas, dans ceux que moi j'ai vus, j'en ai vu 8 sur les 24 qu'il a sortis, et c'est ressorti quasiment à chaque fois. Je te confirme, c'est bien le cas. Sinon, pour revenir, il y a toujours un peu cet enfant le thème de l'enfant qui grandit. Et qui affronte aussi le monde extérieur d'une manière ou d'une autre. Donc ça peut être une épreuve, la perte de quelqu'un, la découverte du monde du travail, de la technologie, etc. De plein de choses. Et donc qui va passer du coup de l'enfance à l'adolescence à l'adulte. Donc c'est un thème qui est assez récurrent, qui est abordé de diverses manières. Tu peux avoir dans Moments de Tantoro, c'est avec la maladie d'un proche. Tu peux y avoir... aidez-moi. Tu peux, dans Le Garçon le Héron, c'est la mort de sa mère, je crois, de mémoire. Et donc, ça aussi, le thème de la mort, est-ce que... le thème de la mort, mais aussi... Pas forcément la mort, ça peut être la maladie de... La maladie, la mort, la disparition... L'absence aussi, c'est un des thèmes aussi qu'il essaie de traiter de manière assez différente. Du coup, oui, vas-y. Par rapport à ce que tu disais au passage à l'âge adulte, celui qui me fait le plus penser à ça, c'est Kiki la petite sorcière. Ah, j'allais parler de ça. Vas-y. Vas-y. Qui est assez il est sorti quand ce... Non, il y a un moment. D'accord. Kiki la petite sorcière, c'est l'histoire d'une petite fille qui est une sorcière et qui
pour devenir une sorcière, si je me souviens bien, doit quitter sa famille et partir s'installer dans un village, dans une ville, et proposer ses services de sorcière à tout le monde. Tout à fait. 89. Ouais, 89 l'année de Voilà. sortie. Pas toi, ça. Mais en fait, si tu veux, dans l'histoire, c'est obligatoire pour toutes les sorcières, à un moment donné, de s'en aller et de vivre de ses propres Pour moyens, en fait. gagner en expérience. Maturité, Ouais. expérience. C'est un peu D'accord. l'année sabbatique imposée, tu vois. Voilà. Mais donc là aussi, on retrouve le thème on quitte un peu l'innocence de l'enfance Tout à fait. et on tout à va fait. vers le monde adulte, ce que tu disais Virgile, pour affronter un peu le monde extérieur. Alors je vais faire un rapide tour de table. Je vais commencer et après j'en ferai un deuxième. Le premier Miyazaki que vous avez vu, Jay, Mononoke. Gilles, Totoro. Virgile, Moi, dans Totoro aussi. Annie. Château ambulant. D'accord, moi j'en ai vu qu'un, c'est le garçon, le héron. J'avais vu un autre de la télé, Oui. mais ça n'a pas été un franc succès. Du coup, celui que vous préférez, Jay, Le vent se lève. pourquoi? Fantastique, il m'a touché, mais en fait moi j'aime bien quand il n'y a pas forcément le côté fantastique. Clairement ils m'ont perdu dans le voyage de Chihiro par exemple, ils m'ont complètement perdu, c'est pas du tout ce qui me parle. Alors que le vent se lève, il est Beaucoup assez plus terre à terre. réaliste, terre à terre et en même temps tellement poétique, on sait que c'est son histoire aussi. Enfin, il y met énormément D'accord. de lui-même à l'intérieur et moi il m'a énormément parlé, je me suis régalé vraiment. Gilles. Le même, Totoro. Et du coup, pour La quelle musique et le côté famille. Il y a vraiment un lien familial très très fort entre les trois personnages. La mère qui s'en va parce qu'elle est malade, le Totoro qui vient, qui les sauve complètement. Enfin, il y a... je pense que je vais pleurer à la fin de Il y l'émission. a un côté très doudou dans mon Totoro Oui, que j'aime oui, beaucoup. c'est vrai. Mais sinon, le voyage de Chihiro qui est magnifique. Enfin, moi, je le trouve vraiment très très bien, Vas-y. fantastique. Et, enfin, toutes ces créatures qui sortent, et comme un monde fantastique qui fonctionne avec ses règles. C'est à la fois ces créatures fantastiques, ces mécaniques, etc. Tu vois, il y a à la fois ce truc fantastique et ses rouages, ses côtés technologiques qu'il y a derrière. Steampunk un peu des fois, comme dans le château ambulant. Ouais. Annie. Ah, moi, c'est le tombeau des Lucioles. D'accord. Il est Alors. costaud celui-là. Ouais, alors, Tu chiales à la fin. même, Alors, c'est même pas un pour vous Miyazaki, dire, mais- même mes amis japonais... Du studio Ghibli, d'accord. Ouais, tout à fait. Même les amis japonais que j'ai ne vont pas forcément dire que c'est leur préféré de Studio Ghibli. Il est très très lourd en termes de sujet. Au niveau émotion, il est. Et puis même le dessin, il est différent, je trouve, par rapport aux autres. L'ambiance est différente, donc il est lourd, il se veut lourd. Et il présente la lourdeur, en fait. Dès les premières minutes, tu te prends une claque monumentale. Oui, non, mais vraiment. Brièvement, pourquoi Je sais pas, moi j'ai pas réussi à le voir en entier. Hein. Ah, c'est vrai. J'ai fait que Il y les a premières un cœur minutes. qui bat d'ailleurs chez ce non, mais libraire. c'est. Je pense il que est c'est la costaud. façon dont c'est traité qui est différente de quand on met les films de Miyazaki, où là on te protège pas, on te montre pas La maladie ou le côté négatif n'est pas caché. Ouais. Il est, Non, clairement. affirmé. En fait, c'est l'histoire d'un petit garçon et de sa petite sœur qui essayent de survivre pendant la Deuxième Guerre mondiale au Japon. D'accord. Voilà. D'accord. Et La mélancolie, la poésie. le Les petit, Kleenex. donc le garçon, il essaye de sauver la petite. Enfin, lui, c'est le seul truc qui lui reste. Donc c'est un peu toute l'histoire de qu'est-ce qu'ils sont en train de traverser jusqu'à arriver au tombeau des Lucioles. Oui, il y a Pas spoiler. Il n'y a pas d'espoir aussi. Enfin, dans celui-là, il y a. Absolument Ah pas. non. Alors Non, que clairement dans- pas. C'est vraiment la celui-là, réalité noir, dure, quoi. Alors que dans Miyazaki, il y a toujours un espoir, on va s'en Ouais. sortir, il va y avoir un truc magique, Il y aura un où mieux, où il y aura un une meilleur. solution, un ami, quelque Ouais. chose, quelque part qui va nous aider. Oui, vas-y, Gilles. Non, vas-y, je te laisse terminer. Après, je voudrais Alors que rebondir le sur tombeau autre des chose. Lucioles, on est plutôt dans un truc fataliste où on essaye de survivre. Enfin, on n'aborde pas la thématique de la même manière, quoi. Ouais, Ouais. ça c'est dur. Gilles. C'est pas très poétique. Non. Après, ce qu'il faut parler, c'est un peu pareil que les Disney. La musique est vraiment très présente Ouais. dans les animations de Ghibli. Et je trouve que cette musique est vraiment. Enfin, elle fait partie de l'œuvre. Clairement, oui. Ouais. C'est, Elle emmène le spectateur. ouais, Ah parce ouais. que c'est Avec pas lui, des musiques vraiment bourrin, c'est vrai. Enfin, je dirais de la mélancolie encore, même dans la musique, des musiques assez douces. Enfin, c'est. Qui colle à ce que tu dois ressentir en voyant telle scène, Ouais. en gros, et que ça te fait dire ah là il y a de la joie, là il y a de la tristesse, là on part en voyage, là on découvre quelque chose, et la musique va te le faire sentir. Sentir, Ouais, d'accord. parce que tu as les musiques de Disney qui, au contraire, qui vont t'amener du peps dans le film,
et vraiment du bonheur, qui sont là vraiment pour t'entraîner dans le film, mais qui ne sont pas forcément de l'accompagnement. Voilà, exactement. Que là, les musiques dans le Ghibli sont vraiment là pour accompagner le film. D'accord, pour, ok. Donc, il y a vraiment un travail, mais sans les paroles. Un travail sur la musique. Pardon, excuse-moi, juste une petite dernière chose. Sur les tombeaux de Lucioles, justement, il n'y a pas beaucoup de dialogue. Il y a énormément de musique. C'est très épuré. Pas beaucoup de dialogue, ouais. D'accord. Juste une précision du coup, parce que c'est un morceau qu'on va écouter à la fin, donc en musique de fin, qui est un morceau de Mon voisin Totoro, pour le coup, de Path of the Wind, qui est un thème qui est un thème qui est magnifique, mais en fait, je trouve que c'est typique de Ghibli et de Miyazaki particulièrement, ce côté où il y a toujours une espèce d'inquiétude, en fait, c'est-à-dire même quand c'est beau, ils vont chercher une tonalité mineure, par exemple, à la fin du thème, là, avec ces espèces de petites de xylophones, on dirait, quoi, et où à la fin, il y a une note qui te brise le cœur, quoi, qui redescend, en fait, et l'espoir, mais pas trop en fait. Tu vois. Il a ce côté, et c'est souvent même les créatures, je trouve qu'il y a dans les différents films, notamment, les Noiraudes, tout ce qu'on va pouvoir retrouver dans les différents films, sont à la fois mignons, mais quand même un peu inquiétants. Il y a toujours un truc, on se dit, ils sont vraiment bienveillants ces trucs-là, quoi. Et ils jouent là-dessus un peu tout le temps. La dualité, le bien et le mal, on sait pas trop. Comme dans les contes de Perrault, quoi. Du coup, c'est jamais ni tout blanc ni tout noir. T'as la nature qui est vraiment très présente dans toute l'œuvre. Et je pense que le message qu'il veut faire passer, c'est que la nature, oui, on est là pour en prendre soin, pour nous protéger, mais faut pas trop aller la chercher non plus. On peut... Oui, elle n'est pas gentille, la nature, par essence. Ça se passe Princesse Mononoke. Et alors, de quelle manière les films donc, de Miyazaki, mais de Ghibli, ont trouvé résonance en vous? C'est-à-dire que toi, Gilles, ton préféré, c'est Mon voisin Totoro, c'est ça? Quand tu l'as vu, qu'est-ce que ça t'a fait? Qu'est-ce que tu as ressenti pour dire, tiens, je me retrouve dans le héros, je me retrouve dans la sensation? C'est à ce moment-là, quand je regarde ce film-là, ça me parle directement? Est-ce que... alors tu vas être déçu. Je sais pas. D'accord. Non, mais c'est une réponse. Je pourrais pas te l'expliquer. Je me pose la même question et pareil, j'ai un peu la même chose. Je me suis dit, je pourrais parler d'autres œuvres pour le coup. En effet, je peux m'identifier. Mais par contre, pour Le tombeau de Luciole, je ne sais pas. Tu sais pas pourquoi c'est un ressenti. Un ressenti, ouais. Ça m'a pris et je sais, ça m'a marqué. C'est une ambiance, ces films, tu vas pour l'ambiance, pour les messages et vraiment l'ambiance. Enfin, t'es pris par la main. Alors après, je vais me faire un peu l'avocat du diable. Moi, j'ai vu Le Garçon le Héron parce que je voulais faire découvrir à mes enfants autre chose que les dessins animés bourrins, tu vois, les trucs qu'on nous recherche à chaque année qui sont un peu sans saveur. Après, j'avoue que Le Garçon le Héron, je suis passé largement à côté. Je l'ai trouvé beau. Mais je trouve qu'il y avait beaucoup trop de concepts, pas assez d'explications. Je trouvais qu'on était, en fait, comme le petit garçon, on est un peu perdu dans ce monde étrange qui va dans toutes les directions. Il y a des personnages qui arrivent, qui repartent. Et j'ai trouvé, en fait, ce que j'ai ressenti quand je suis sorti de la salle de cinéma, c'est tout ça pour ça, en fait. En fait, si tu veux, le dernier quart d'heure, oui, là, du coup, je l'ai compris parce que ça devenait limpide. Mais j'ai trouvé que l'histoire était réellement confuse. Et du coup, alors peut-être que je suis très terre à terre et qu'il me faut des choses premier degré. Mais du coup, la dimension un peu poétique, j'ai trouvé, j'en entendais vraiment autre chose de la part de Miyazaki, de ce film-là. C'est peut-être pas le cas sur d'autres œuvres. Je sais pas, est-ce que vous l'avez vu? Non. Oui. Alors, moi, je pense que c'est plus le côté psychologique, tu vois, qu'ils vont venir chercher, découvrir, tu te poses. C'est une œuvre que tu es censé peut-être regarder plusieurs fois pour remarquer plusieurs choses. Mais je suis d'accord avec le fait que, en effet, il y a beaucoup de personnes qui n'ont pas réellement compris l'essence du film. Et puis, chacun a un peu son avis. Et en effet, ça part dans tous les sens. Et c'est vrai que quand on n'est pas du tout habitué à ce genre de choses, parce que si on prend des trucs avec des super-héros, voilà, il s'est volé, c'est très bien, c'est carré. C'est dur, en fait, de venir rechercher un sens. Donc là, je trouve que l'œuvre qu'ils ont fait en dernier, c'est une œuvre qui vient compléter, demander une introspective et puis une analyse par rapport à ça. Donc tu le regardes pas juste pour le regarder, c'est
ça te pose pas la tête en fait. Ça te fait réfléchir plus qu'autre chose. Mais écoutez, merci pour ce débat passionnant qui aurait pu durer une journée entière. Je pense facile. Un jour, on fera une année. Je pense qu'on fera une année Ghibli. Un jour, une année, que la bande des comics est en Ghibli. On passe au climax donc de chaque émission. Ah ouais. C'est le quiz de Gilles qui apparemment n'a absolument rien préparé. Donc ça va être l'éclate. Jay, un petit jingle. Une énigme pour Batman. La résoudras-tu? Allez Gilles, c'est à toi. Allez, on repart sur le Star Wars. Ah non, sur la s'il te thématique plaît. Ghibli. Allez, Ouais, on fait. Star Wars Ah Ghibli. non. Un jour, ils vont y arriver à le faire. Mais oui. Sur quelle planète est né l'ordre Jedi? Coruscant. Perdu. C'est la seule qui me vient en tête. L'étoile noire. Non. J'essaie Ah ouais, de Ça sortir. aurait été pas mal. On part du ça. niveau zéro. Sur quelle planète Mais c'est bien tenté, bien tenté. Merci. Je sais pas. J'ai non, envie je l'ai pas, moi, je l'ai d'interagir, c'est Non, pour j'ai ça. pas non plus. Typhon. D'accord, non, mais je l'aurais pas eu. Tournesol. Allez, vas-y. Tourne ça, Non, du coup, du coup, vas-y, aussi, ok. enchaîne. Du rythme. Qui est le réalisateur de l'épisode 6, Le Retour du Jedi en 83? Waouh. Bah, c'est Lucas, non? Allez, je l'ai pas pour le coup. Ah, je pensais qu'il avait fait le 4 et le Ça. 6. Mais alors, du coup, non, j'ai pas. Richard Marquand. D'accord. Très bien, ça Ok. nous a marqué. On peut poser la même question sur le 7, parce que je le sais. Du coup. Ouais, je l'ai pas. Je l'ai noté. Regarde-le, tu lui poseras la je question. garde, toi, je garde pour plus tout à l'heure, tard, on sait hein, jamais, regarde-le. on sait jamais. Si t'as quelques questions, garde-les pour après. À quel âge Yoda meurt-il? Oh, 900 ans, non? Ouais, pile dedans. Oh, oh. bon, bravo. Ouais. Dans Star Wars 5, qui apprend Luke en allant voir Yoda? Qu'apprend Luke en allant voir Yoda? Que Leia et sa sœur. Non. Que Dark Vador est son père, mais non, c'est lui Non. qui lui apprend Non. sur la passerelle. Ah, la force, à maîtriser la force. Ah oui, tout simplement. oui, Oui, avec mais le qui rocher, apprend, là, oui, qui le apprend, vaisseau, bah hein. oui. On est allé chercher loin. Qui tient le rôle de la princesse Leia? Carrie Fisher. Yes. Qui Qui a une tue très Jabba? bonne marque de bière, d'ailleurs. Vas-y, enchaîne. Ouais. Vas-y, reste pas focalisé, Gilles, vas-y. Qui tue Jabba? Ah, bah c'est Leia. Non, c'est Leia, Ouais, c'est Leia, Leia. elle l'étrangle avec la chaîne, ouais. C'est ça? Tu refais la bière ou pas? Non. 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 Moi, j'avais la blague, mais vas-y, Ok. non. Vas-y. Quel est le nom du maître Jedi ayant formé Obi-Wan Kenobi? Qui-Gon Jinn. Ouais. Yes. Ça, Bien j'ai joué. voulu le sortir depuis 3 Ouais, émissions. le tente à chaque fois. C'est ça. De combien de membres est composé le Conseil Jedi? 8. Perdu. 12. Ouais. Oh, joli. À quel jeu de cartes ressemblant au poker jouent Lando Calrissian Sabak. et Han Solo? Oh yes. Au quoi, le Le Sabak. Sabak. Le Sabak. C'est comme ça qu'il gagne le Faucon Millennium. Du coup. D'accord. Ok, bon. Mhm. Ça marche. Quel est le nom du droïde protocolaire accompagnant R2D2? C'est 3PO. Yes. Et la dernière, sur quelle planète habite Yoda? La planète Les verte. marécages. Dagobah. Ouais, d'accord. Ah, oui. Alors c'est le système Dagobah. Est-ce que c'est la planète Dagobah Pour moi, me pose c'est toujours la planète question, Dagobah. Je crois que j'avais la planète aussi, ouais, mais le système, Ouais. c'est pas bête, quoi. Jay, t'avais des questions, alors, bah, sur Insta? on va essayer de s'en trouver Si on a le quelques-unes temps, pour vas-y, envoie. compléter. On a un petit peu de temps. Oui. Allez. Le réalisateur de Star Wars 7, Ah, Ah, mais c'est J.J. Abrams. le mal-aimé. Ah, pas le 7, pardon. Alors le 7, J.J. Abrams, Abrams, effectivement. ouais. Pardon, celui qui m'intéressait, c'est celui du 8. Celui que personne n'aime. Douglas. Mais il est connu ou pas Non. plus que ça? Ça va. Je sais même pas. Et il n'y a personne qui l'aime, du coup personne ne le retient. Ouais. C'est Ryan Johnson. D'accord. Pour le coup, pas très très connu, mais effectivement très décrié. Mais alors, parce pourquoi il est est... mal aimé ce film, en Parce fait? qu'il a cassé les jouets, il a réutilisé plus ou moins le schéma qu'il y avait sur le 5, sur l'Empire contre-attaque. Ah oui. Et il y a tout un Ouais. tas de clins d'œil d'ailleurs, hein, avec au lieu de la planète des glaces hautes, du coup c'est une planète avec du sable, et sur laquelle à chaque fois que les vaisseaux passent en rase-motte, en fait soulèvent une espèce de poussière rouge. Enfin, il a retravaillé des petites choses comme ça, donc il fait son clin d'œil et il le modifie. Et après c'est parce qu'il a cassé les jouets. Le scénar, il y en a beaucoup qui supportent pas ce qu'il a fait, notamment de Skywalker. D'accord, parce que, enfin, on spoil ou pas ou, On spoil pas trop, tu peux le dire à demi-mot, on le comprend, non, nous. mais bon, du coup, ok. Il arrive quelque chose à Skywalker qui est pas très très bien. Non, j'ai pas dit ça. Non, il Pas spoiler. il passe à un état supérieur. Voilà. Est-ce qu'on en entend La parler? scène, Ensemble. la scène où il est face Transcendant. justement à toute l'armée galactique, Ouais. je la trouve incroyable, moi. Franchement, Ouais, et pour le coup, il m'a eu. Avec le twist Ouais. qu'il utilise à ce Ouais. moment-là, il m'a clairement eu. Est-ce que t'as encore des oui, questions oui, ou- oui, il y a un petit peu de Ah temps. bah, hein. allez, profite. Après, il va falloir trouver une petite question comme ça. Ouais. Est-ce que j'en ai d'autres? Telle est la question. Alors Non, tiens, j'en ai une moi. Vas-y, vas-y.
combien d'acteurs ont servi à faire Dark Vador, ne serait-ce que sur la première trilogie 4, 5, 6. C'est 3, non ? 3, c'est ça. Ouais. Donc il y en avait un pour l'acteur qui tenait le costume, un qui faisait la voix, Et un quand il enlève le masque. et un quand il enlève le masque. Du coup, il y a 3 acteurs en fait qui ont incarné Dark Vador d'une manière ou d'une autre dans l'épisode, au moins le 4, c'est sûr. Après sur les autres, est-ce qu'ils ont fait pareil Enfin, du coup, non, plutôt le 6 quand il enlève le casque. Mais du coup, voilà, il y avait à chaque fois un peu cette subtilité où on avait la voix de James Earl Jones qui était assez très, très rocailleuse. Est-ce qu'on a d'autres questions ou on en reste là ? Comment s'appelle le cristal qui se situe à l'intérieur des sabres laser et qui leur donne leur couleur ? Est-ce que vous en souvenez ? On en a parlé de ça la dernière fois. Ouais, je sais, mais alors j'ai plus le nom. Il faut aller le chercher sur une planète. Sur une planète, ouais, tout à fait. C'est de la kryptonite. Oui, c'est ça. C'est un peu la kryptonite de. Mais du coup, c'est pas loin en termes de nom. Moi, je savais même pas qu'il y avait un cristal. Pour moi, c'était un laser, tout simplement, un sabre laser. Enfin, je suis resté premier degré, moi. Donc, du coup, comment ça s'appelle ? Le cristal Kyber. Kyber. Non, je l'avais pas alors. Ouais. Et qu'ils utilisent et que les sites pervertissent pour le transformer en rouge, du coup, avec la force négative. C'est pour ça les couleurs différentes. Est-ce qu'on attend pour un tour de table ou non ? Oui, bien sûr. Ouais. Allez, quel est votre film Star Wars préféré ? Tout univers confondu, même série, tout. Allez, on fait tout. Le 5. Donc l'Empire contre-attaque. Ouais, l'Empire contre-attaque. Ouais. Menace fantôme. La menace fantôme. Ah ouais, c'est vrai que toi, t'es la nouvelle génération, on va dire, qui a commencé par la menace fantôme. Par le 1, ouais. Et Virgile ? Tu as commencé dans l'ordre, c'est bien, toi. Non, je crois que je préfère le 4, juste la découverte, pour le souvenir de la découverte, la première fois que j'ai vu. Quoi. Ouais. Annie, est-ce que t'en as vu un des Star Wars ou pas, Moi, c'est exactement comme toi avec le Ghibli, je m'endors devant. D'accord. Mais après, si c'est pas ton truc. Non, c'est pas. D'accord. Et toi, moi comme Virgile, c'est l'épisode 4, c'est en fait cette incroyable nouveauté, tous ces personnages qui ont un passé en fait et on ne sait pas ce qu'il en est parce que Dark Vador on le découvre, Han Solo pareil en fait, et je trouve ça admirable d'avoir commencé une histoire en fait par le milieu. Parce qu'en fait, il y a plein de questions qu'on se pose dès le départ, des fois inconsciemment en fait. Oui, vas-y. Je me sais plus si y avait la réponse dans la BD, mais on sait pourquoi il a démarré par le 4. Alors, il paraît que c'était par rapport au niveau des effets spéciaux. Ah, d'accord. Que apparemment tout ce qui était sur la prélogie en fait aurait demandé beaucoup trop de moyens et pas dit qu'à l'époque il ne savait le faire. Donc en fait, il a commencé, si tu veux, ou à la fin du 3, on va dire que l'univers, connaît une espèce de crise et donc revient, abandonne toute technologie. C'est pour ça qu'en fait le 4 commence, c'est un côté très désert. Voilà, au niveau des effets spéciaux, je pense qu'ils ont fait ce qu'ils savaient faire. Donc il a mis de côté ce qu'il ne pouvait pas faire en termes technologiques et du coup il a commencé par le 4. Mais je trouve admirable de commencer avec toutes ces questions et il a été visionnaire. Et que l'histoire avance énormément visionnaire. Ouais, je pense qu'il y a aussi un truc de scénar où c'est le cœur de l'histoire est au milieu en gros. Et on va pas faire 3 épisodes d'intro entre guillemets, 3 épisodes d'outro. Donc on commence par le milieu, on va choper les gens par l'histoire la plus prenante. Quoi. Eh bien écoutez, merci pour cette 40e émission. On fait la crise de la quarantaine. C'est la bande des comics. Merci à tous d'avoir mené ce débat passionnant sur le studio Ghibli et d'avoir animé cette émission avec brio. Le mois prochain, je rends l'antenne au papa. Et du coup, n'oubliez pas, le 16 juin, c'est la fête des papas. On fait un gros bisou sur la moustache ou sur la barbe. Et aussi une bonne fête aux nouveaux papas qui sont autour de cette table. Et puis, écoutez, merci à tous et toutes au singulier. Et puis, on se dit à la prochaine fois. À bientôt. Salut. Au revoir.